Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Avec liberté de ton, bien entendu, nous décryptons l'actualité avec vous au quotidien, tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes une équipe 100% féminine dans ce studio. Aïcha Malghia Touré, on a écouté cette jeune dame qui a quand même quelque chose sous la main. Je veux dire qu'elle a des ambitions, elle veut se battre, elle veut apporter en plus dans le domaine du tourisme et de l'artisanat surtout. Mais on a écouté ses difficultés. Ce n'est pas que elle seulement. Et il y a de ces jeunes femmes qui veulent se démarquer aujourd'hui, mais il y a les moyens qui manquent. Et si il y a les moyens, il y a de petits problèmes qu'elles rencontrent au cours de l'exercice de leurs activités. Mais à cela ne tienne, il faut que les femmes se lèvent aujourd'hui pour se donner les mains et puis entreprendre quelque chose. Parce que les hommes pensent que nous, les femmes, on ne peut rien faire parce que certainement on n'a pas pu pousser les études. C'est ce que bon nombre d'hommes pensent des femmes. Mais aujourd'hui, on a vu que ces femmes se sont vraiment démarquées. Et il y a des femmes aujourd'hui qui se sont remarquées dans des entreprises. Oui, elles n'ont rien à envier aux hommes. Elles font ce qu'elles peuvent et ça, c'est vraiment un grand pas. C'est une question de volonté et il faut réussir à se démarquer, bien entendu, quand on a des objectifs, vous l'avez dit, des ambitions dans la vie, rien n'est impossible. Nous avons notre deuxième invité dans ce studio, Maître Alimatou Camara, Arissa Tousso. Maître Alimatou, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Oui, merci. Alors avec vous, on va parler des violences, notamment des violences conjugales. On sait qu'il y a des dispositions légales qui sont prévues pour punir ce genre de personnes, mais il s'agit de quoi exactement? Bon, vous savez, on a quand même tout un arsenal juridique où on ne parle pas spécifiquement de violences conjugales, où on parle de coups et blessures qui sont chaque fois que quelqu'un commet ce type d'acte, parce qu'une infraction est toute action ou omission humaine qui fait que vous êtes en porte-à-faux avec la loi. Donc ces actions-là, la violence sous toutes ses formes, que ce soit des coups, des blessures, c'est des infractions qui sont reconnues par le code pénal. Mais je pense qu'il y a quand même un problème quand c'est des violences conjugales, c'est que au prime abord, on a quand même des pesanceurs socio-culturelles qui font que les femmes pensent qu'elles ne sont pas en mesure de porter plainte pour ces cas-là. Et là, c'est psychologique. Il y a cette banalisation, surtout moi, qui me touche. Par exemple, quand vous prenez les cas de viol dans le code pénal, il est prévu quand même des sentences de 5 à 10 ans de réclusion criminelle à temps ou de 10 à 20 ans quand la victime est mineure ou quand c'est suivi de mort. Mais le plus souvent, on a suivi des cas où des mineurs ont été violés. Vous voyez une peine d'1 an ou 2 ans ou quelquefois une peine de mois. Qu'est-ce qui justifie cela, Maître Alimatou? Bon, vous savez, je pense que rien ne peut justifier ça. C'est juste une banalisation du viol. Et cette banalisation ne peut pas être... On ne peut pas la cautionner. Parce que du point de vue légal, il faut que dans ce pays, qu'on apprenne à respecter les lois. Parce que les lois nous permettent de nous battre contre l'impunité. Et aujourd'hui, c'est récurrent que des mineurs soient violés. C'est récurrent que des femmes subissent des viols. Qu'elles se retrouvent devant des juridictions. Et par exemple, à Mamou, il y a au mois de mars en 2018, il y a eu un cas de viol sur une fille de 14 ans. Le tribunal a rendu une décision. Il y en a même eu sur une fille de 12 ans, si vous vous souvenez, le marabout qui a violé son élève. Oui, le tribunal a rendu une décision en condamnant la personne à 4 mois d'emprisonnement. Vous vous rendez compte, 4 mois. On n'est même plus en matière criminelle, on n'est même plus en matière de contravention. C'est aberrant et je pense que ces situations-là, on doit continuer à les dénoncer et ça ne peut aller que du point de vue de la formation d'abord de nos magistrats parce qu'il y a quand même un problème. Et justement, le problème viendrait parce que souvent ce que nous dénonçons, c'est l'impunité, que les coupables soient punis, mais si au niveau justement de la justice aussi, on n'applique pas les peines qu'il faut. Comment comprendre, sinon les textes de loi sont clairs. Comment c'est possible qu'un magistrat ou qu'un procureur décide de le courage de porter Et moi, plainte. je voudrais renchérir par cette question, maître, pour demander, est-ce que c'est peut-être parce que ces victimes
de viol n'ont pas l'assistance juridique qu'il faut, n'ont pas un avocat qui puisse défendre leur dossier afin que cela influence sur la décision qui va être prise. Bon, peut-être qu'on pourrait se saisir de ça et dire qu'il y a un problème d'aide juridictionnelle en Guinée et que de plus en plus, quand des femmes sont victimes de viol ou de violences, qu'elles n'ont pas systématiquement accès à un avocat qui puisse porter leur voix. Mais ça ne justifie pas cela. Ça ne le justifie pas. Vous savez, moi, j'ai l'habitude, par exemple, de prendre des dossiers en matière correctionnelle, de venir défendre des personnes qui n'ont pas les moyens. Je le fais dans le cadre d'une clinique juridique depuis près de 3 ans. Et vous vous rendrez compte que, par exemple, dans nos tribunaux de première instance, même à Conakry, quelqu'un qui a volé un téléphone portable peut passer 3 ans en prison ou 2 ans. Donc, c'est à se demander. Sans jugement. Si avec un jugement, oui, on vient banalement pour un portable que tu aurais volé. Là, ça dépend du bon vouloir des... C'est incroyable. Voilà. Alors que pour le viol, on a 4 mois. Voilà. Donc, c'est vraiment se poser les bonnes questions, les bons réflexes sur cette banalisation-là qui trouve sa source, je ne sais dans quelle situation. Et si le département de la justice est à l'écoute, parce que je me rappelle récemment, je me réjouissais, moi, personnellement, dans ce studio, des cas de viol qui étaient condamnés, mais à l'écouter, vraiment, on ne peut qu'inviter le ministre de la Justice. Il faut le dire, mais parfois... Mais si les condamnations, on en revient à des conclusions comme ça, mais il faut dire qu'il y a de quoi regarder ce qui se passe, des condamnations, oui, mais des condamnations qui sont de nature à dissuader. Voilà, parce que si on te condamne 4 mois, tu ressors, mais tu vas faire pire parce que tu n'as pas purgé, on t'a pas puni, la punition n'est pas là. Et justement, la justice ne peut pas faire les choses autrement. Donc, si au niveau du département de la justice, on est à l'écoute de cette émission, eh bien, regardez de ce côté, parce que là, même si vous pensez que vous faites du travail, ça ne peut pas être du travail, parce que celui qui a commis ces actes aujourd'hui, lorsque la personne ressort, fera pire. Moi, je m'intéresse à cette question qui nous a assaillis ces derniers temps, les mariages d'enfants. Les mariages d'enfants, c'est quand même, je crois, le président de la République, on l'a écouté, il a dit qu'il s'engageait pour vraiment se battre contre ce fléau, mais qui continue à se pratiquer parce que le plus souvent en Guinée, même si on s'engage, il y a peut-être une question de volonté, d'applicabilité, je veux dire, de l'ordre qui a été donné en haut sur le terrain. On continue encore à donner en mariage des petites filles, Maître Alimatou Camara, des fillettes notamment celle de Mali. Elle a quel âge? 13 ans? Oui, même à Conakry, ici, il y a des mariages de mineurs qui se passent régulièrement. On a vu pendant les vacances combien de mariages qui ont été annulés, qui ont eu cette visibilité-là, mais derrière, il y a beaucoup d'autres mariages qui se passent. Or, le code civil en vigueur est bien clair là-dessus. Pour qu'on puisse marier une fille, il faut qu'elle ait 17 ans. Mais non, je ne sais pas au niveau de la justice ce qu'il faut pour que les parents puissent répondre de cela, parce qu'il s'agit là des parents d'abord avant du mari lui-même. Il y en a même qui pensent que 17 ans c'est discriminatoire par rapport aux garçons à qui on demande 18 ans. Pourquoi ne pas attendre que les deux soient majeurs, 18 ans, pour les donner en mariage? Bon, je suis bien contente que vous posiez cette question, parce qu'en réalité, je crois que l'actuel code pénal, en parlant du mariage précoce, nous dit que c'est 18 ans, l'âge légal pour se marier, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour l'homme et la femme. Et je pense que ce texte donne toutes les chances à toutes les petites filles et à tous les petits garçons d'aller à l'école, voilà quoi, de chercher à avoir un avenir avant de se lancer dans un projet de mariage. Et je pense que ces derniers événements nous font réfléchir sur le fait qu'on a des textes de loi, mais qui sont en train d'entrer en désuétude. Quand à Conakry, on arrive à stopper par le biais du club des jeunes filles leaders de Guinée des mariages précoces, et que derrière, il n'y a pas d'action, voilà, il n'y a pas d'action judiciaire. Donc, derrière, il y a un problème, alors que le code pénal, en certaines dispositions, nous dit quand même il y a des peines d'emprisonnement, que ce soit pour l'auteur du mariage, les parents, la famille, tous ceux qui ont participé ont une certaine responsabilité pénale là-dedans. Donc, tant qu'on va continuer à faire du 2 poids, 2 mesures, à vouloir ménager la chèvre et le chou, on aura de sérieux problèmes. Et je pense que ce mariage-là, ça rend quand même triste, parce qu'en réalité, à l'intérieur du pays, ça veut dire que il doit y avoir des centaines de cas
des centaines de cas qui font qu'aujourd'hui les filles n'ont pas les mêmes droits, n'ont pas accès aux mêmes choses que les garçons, sans compter les conséquences énormes de ce genre de mariage, les fistules, les conséquences sur le long terme, sur la santé de ces mineurs-là. Et tout ça est occulté malheureusement. Il faut appliquer la loi, Maître Alimatou Camara. Merci d'être passé, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, ce fut un plaisir. Alors, on va aller directement sur le terrain avec Madame Salimatou Diallo. Elle est la chargée de la démolition du collectif des victimes du déguerpissement de Kaporora et Mafoudia. Les grandes gueules. Allô, bonjour madame. Bonjour, comment allez-vous? Alors, de ce côté, nous parlons de toutes les victimes, hommes et femmes, enfants, des enfants déscolarisés, les hommes qui ont du mal à rejoindre leur boulot, mais le calvaire s'avère un peu plus difficile pour ces femmes parce qu'elles portent le grand fardeau. Nous vous avons dans cette émission, dites-nous déjà quelle est la situation, la particularité avec les femmes victimes de ces opérations de déguerpissement. Ok, déjà nous avons accueilli cette nouvelle avec beaucoup de tristesse et de désolation. On a entrepris des actions à ce niveau à Kaporora. Nous sommes constitués en collectif pour pallier à cette situation, pour avoir un porte-parole. Mais là, nous avons 570 ménages à Kaporora, dont 9434 personnes qui y vivent. Il y a beaucoup de veuves. Et toutes les femmes n'avaient pas d'activité rémunératrice. Elles s'occupaient de petits ménages, d'autres faisaient la restauration, d'autres la coiffure. Justement, madame, vraiment... on n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qui va être fait sur le terrain? Parce que l'État ne compte pas reculer. Aujourd'hui, ces femmes sont là. Qu'est-ce qui est en train d'être fait? La chaîne de solidarité qui a été mise en place, qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Ok, maintenant, là, nous avons déjà procédé à un recensement. Nous cherchons déjà à avoir un toit pour toutes ces personnes et ramener les enfants à l'école. Comme ça, nous avons créé notre collectif et on a créé des numéros de Orange Money. On a le soutien de la société civile, de personnes de bonne volonté et la mairie. Donc, nous nous activons déjà à identifier les personnes déplacées parce que tout le monde est dispersé, il n'y a pas eu de délai, rien. Donc là, le recensement est fait. Nous cherchons à ramener les enfants à l'école et à recaser les familles. En fait, c'est l'action qui a été prise et ce qui est urgent. Dernière question, Malikia. Non, voilà, par rapport à ces déguerpis, on a dit qu'il y a assez d'enfants aujourd'hui, plus de 800 qui ne vont pas à l'école. Est-ce que vous avez fait quelque chose dans ce sens, madame? Oui, il y a 808 élèves. Il y a beaucoup d'annonces, des établissements nous ont fait des annonces qu'ils veulent nous prendre, mais tout ça, nous sommes dans les démarches pour identifier les établissements. Et la priorité, déjà, nous focalisons sur les enfants en examen, les BEPC et autres. Donc, c'est ça, il y a beaucoup d'annonces. Nous nous activons pour remettre les enfants à l'école. Bien, en tout cas, tous nos encouragements, madame, et bonne chance pour la suite. Nous estimons que cette chaîne de solidarité va se poursuivre et que l'État, peut-être, pourra faire quelque chose, revenir à de meilleurs sentiments, qui sait. Merci et bon courage. Merci, madame. Bien, nous continuons l'émission avec notre dernière invitée, madame Asma Ouba Doucouré. Je le disais, elle est la secrétaire générale du syndicat national des employés de maison, Sinem Guinée. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites au sein de cette structure? On parle des employés de maison, c'est rare de voir... c'est une première d'avoir un syndicat des employés de maison. Oui, c'est une première en Guinée d'avoir un syndicat qui défend les travailleurs domestiques, les employés de maison, comme on peut dire aussi. C'est la première organisation syndicale en Guinée. Alors vous vous intéressez aussi à ces femmes qui travaillent notamment dans les hôtels. Vous avez organisé un forum où vous avez parlé de ce harcèlement dont elles sont victimes. Quelle est l'ampleur aujourd'hui de cette situation dans notre pays? Oui, il y a 2 jours, nous avons organisé une réunion panafricaine. Nous avons regroupé 9 pays africains. Nous avons parlé du harcèlement du personnel d'étage. Quand on parle du personnel d'étage, ce sont les femmes de chambre et les valets. Nous avons parlé du harcèlement en général en tant qu'organisation panafricaine des hôtels. Et vous savez, aujourd'hui,
les femmes des États subissent un harcèlement dans les chambres. C'est quand on parle des femmes des employés d'étage, c'est les femmes qui travaillent dans les hôtels, bien entendu. On parle d'harcèlement, on parle aussi de traitement parfois inhumain, de renvoi abusif. Qu'est-ce que vous faites, votre structure? Est-ce que les femmes sont renseignées aujourd'hui? Est-ce qu'elles savent que vous existez? Qu'est-ce que vous faites pour qu'elles sachent que vous êtes là et qu'est-ce que vous leur apportez? Oui, elles savent que nous sommes là parce que nous passons à travers vous, les médias. Nous donnons toujours nos contacts. Et puis, depuis 2011, avec les employés de maison d'abord, nous travaillons ensemble, nous sommes organisés. Nous constituons plus de 2000 et quelques travailleurs et travailleuses. Donc, au niveau des hôtels aussi, nous avons lancé une campagne de sensibilisation sur le harcèlement sexuel et le harcèlement moral dans les hôtels pour le personnel de maison. Donc, c'est une campagne mondiale depuis 2015 que nous faisons. Et en Guinée, nous avons reçu 9 pays. Tout dernièrement, nous continuons à faire la sensibilisation pour que les femmes brisent le silence. Est-ce que vous avez réussi à avoir des victimes qui sont venues se confier à vous, des gens que vous avez aidés à sortir du pétrin déjà? Et pour le harcèlement, non. Vous savez, dans notre société, si une femme est harcelée, et surtout sexuellement, et qu'elle arrive à en parler, elle risque d'être rejetée par la société. Vous savez, tout ce qui parle du sexe dans notre pays, c'est un tabou. Et moi, je voudrais bien, Madame So, au-delà des travailleurs des hôtels, il y a aussi les femmes de ménage que nous avons chez nous dans nos maisons. Moi, je voudrais bien avoir un mot de votre part pour ces dames, ces employés de maison. Oui, pour les employés de maison, les femmes de ménage que nous avons à la maison, moi je voudrais d'abord qu'on prenne soin d'elles, qu'on leur donne leurs droits, qu'on accepte qu'on leur traite dans des meilleures conditions, que ces femmes travailleuses-là retrouvent leur dignité humaine et qu'elles ont un travail décent et une vie décente parce que la loi autorise, la loi le dit. Maintenant, elles sont considérées comme tous les autres travailleurs parce qu'elles ont une convention 189 de l'OIT relative à ces travailleurs. Qui les protège. Merci à vous, Madame Asma Doucouré. Je vous en prie, merci. C'est un plaisir de vous recevoir dans ce studio. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale du syndicat des employés de maison de Guinée. Merci, mesdames, les grandes dames. On parlera cancer dans d'autres numéros, dans d'autres émissions, bien entendu. Il n'y a pas que les grandes gueules. On aurait bien aimé parler de cancer du sein et de cancer du col de l'utérus. Mamoudou Kondé a réalisé cette émission. Les cadreurs Al-Sedi Kamara, Ibrahim Assouri Kamara, Awal Kamara et notre ingénieur de son, Nalaï Sidibé, bien entendu, qui est accompagné de Mafata Sano et Amadou So du côté de la radio. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous servir en cette autre journée du 8 mars 2019. Bonne fête à toutes les femmes du monde. Merci à tous et à lundi, c'est l'autre équipe, l'autre panel, pas forcément masculin que vous allez retrouver comme le dit plus souvent parce qu'il y a bien entendu des femmes. Merci de nous avoir permis de réaliser ce numéro. Merci surtout au Turbo et à Aboubakar Diallo, à toute l'équipe des Grandes Gueules.